Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h sur Cam News 24 ITFM 103 depuis Garoua. Les titres. Présidentielle 2025, Maître Akeremouna, ancien bâtonnier, saisit le Conseil constitutionnel pour disqualifier Paul Biya. Il s'appuie sur l'article 118 du Code électoral, arguant que le président sortant n'est plus maître de lui-même et donc n'est pas en capacité de diriger. Crédit scolaire, aide ou inquiétude. À l'approche de la rentrée scolaire, les banques proposent des crédits scolaires pour aider les parents à financer frais et fournitures, offrant une bouffée d'oxygène à certains, mais suscitant des inquiétudes chez d'autres. Les détails dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et merci pour votre fidélité. Parlons politique présidentielle 2025. Paul Biya est-il en capacité de gouverner? Le premier à répondre par la négation est Maître Akeremouna. L'ancien bâtonnier du Cameroun vient de saisir le Conseil constitutionnel aux fins de disqualifier la candidature du président sortant. Le candidat du parti Univers s'appuie sur l'article 118 du Code électoral qui parle d'indépendance du candidat vis-à-vis des tierces ou d'une organisation ou d'un pays étranger, pour démontrer comment Paul Biya n'est plus maître de lui-même ni à même de diriger. Les précisions dans ce reportage d'Achille Kamga. La requête déposée par Maître Akeremouna au Conseil constitutionnel n'est guère tendre vis-à-vis du président de la République. Il y accuse Paul Biya d'être volontairement placé dans une situation de dépendance physique et cognitive incompatible avec l'exercice autonome du pouvoir. En s'appuyant sur des faits récents, tels que les absences prolongées de Paul Biya des scènes publiques et son incapacité à présider les institutions clés du pays, Akeremouna estime que le Cameroun ne peut se permettre une gouvernance par procuration où le pouvoir réel est exercé par des cercles opaques. Au centre de la requête déposée par Maître Akeremouna figure une interprétation stricte de l'article 118 du Code électoral qui stipule que sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère. L'ancien bâtonnier affirme que l'état de santé de Paul Biya, marqué par des hospitalisations prolongées à l'étranger, notamment en Suisse, et des apparitions publiques limitées, constitue une violation flagrante de cette disposition. Pour étayer ses arguments, Akeremouna rappelle l'épisode du sommet États-Unis-Afrique de décembre 2022 où Paul Biya aurait montré des signes alarmants de désorientation. Un président qui ne peut pas, sans aide extérieure, décider de s'asseoir ou de se lever lors d'un discours officiel est incapable d'exercer les fonctions exigeantes de chef de l'État, écrit-il dans sa requête. L'avocat ne s'arrête pas là. Il souligne également l'absence prolongée des sessions au Conseil supérieur de la magistrature que Paul Biya est censé présider, ainsi que l'inexistence de congrès au sein de son propre parti depuis plus de 10 ans. Voilà qui fait dire au challenger de Paul Biya à la prochaine présidentielle que ce dernier fait preuve de gouvernance par procuration où des tiers non élus, souvent des fonctionnaires, usurpent de facto les fonctions présidentielles. Maître Akeremouna exige que le président de la République Paul Biya comparaisse personnellement devant le Conseil pour prouver son aptitude physique et cognitive à exercer la magistrature suprême. À défaut, il exige la production d'un dossier médical complet établi par des experts indépendants. En cas d'invalidation de la candidature de Paul Biya, Akeremouna rappelle que l'article 128 du Code électoral permet au RDPC de proposer un autre candidat dans un délai de 3 jours. Le Conseil, qui dispose de 3 jours pour statuer sur cette requête, informe de ce que le dossier sera examiné le vendredi 22 août 2025. Toujours en politique, Joshua Ozi présente un projet de société qui repose sur 5 axes prioritaires. Candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, il mise notamment sur une transformation socio-économique et structurelle pour délivrer le Cameroun. Alors que la question de la candidature unique ou consensuelle de l'opposition anime les débats à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, Joshua Ozi pose les préalables sans lesquels on ne saurait y parvenir. Cyril Hick. Candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, Joshua Ozi propose aux Camerounais un projet de société qu'il résume en 5 grands axes. Nos mesures de rupture dès le premier jour, 100 jours pour sauver
le nord-ouest et le sud-ouest de la violence. 1 an pour sauver l'unité nationale et restaurer la dignité des populations du Grand Nord. 3 ans pour sauver la cohésion nationale par la refondation de nos institutions. Et finalement, 1 mandat pour sauver le peuple par la transformation socio-économique de notre pays. Examinant le cri de détresse des populations, le chairman du SDF entend consacrer tout un mandat à la révolution socio-économique du Cameroun. À propos de l'inclusion, nous allons permettre à nos citoyens de se sauver de la précarité et des inégalités. Au niveau de l'économie, nous allons sauver les Camerounais du chômage, de l'obscurité et de la soif. Au niveau de l'éducation, nous allons sauver nos enfants de l'aliénation. Au niveau des infrastructures, nous allons sauver le Cameroun de l'enclavement et du sous-développement. Les secteurs tels que l'art, le sport, la culture et l'environnement ne sont pas en reste. Le candidat aussi est convaincu que seul le fédéralisme permettra de transformer le quotidien des Camerounais. Un fédéralisme à 3 niveaux, commune, région, fédérale, fondé sur le principe de la subsidiarité, un régime semi-parlementaire, une justice finalement indépendante et la Cour du compte sera créée et renforcée. Sur la question du candidat unique ou consensuel de l'opposition, Joshua aussi pose des préalables. On parle d'union de l'opposition sans définir ce qu'est une opposition responsable. On sacralise des personnages parfois lourdement compromis, au lieu d'examiner ce qu'ils proposent concrètement. À quelques jours de l'ouverture officielle de la campagne électorale, le candidat Joshua aussi donne un avant-goût de son projet de délivrance du Cameroun. Parlons à présent de toute autre chose. À l'approche de la rentrée scolaire, les banques rivalisent d'offres de crédit scolaire pour aider les parents à financer frais et fournitures. Une bouffée d'oxygène pour certains et source d'inquiétude pour d'autres. Voyons cela avec Monique Naoussi-Foutz. Crédit scolaire, certains y vont par contrainte. Le crédit scolaire, vous pouvez le prendre quand vous n'aviez pas suffisamment des moyens. Parce que le salaire, s'il n'est pas consistant, il va falloir que vous passiez chez le banquier. On le prend parce que nous sommes sur le fait accompli. Vous arrivez peut-être à la rentrée scolaire, les enfants sont là, ils sont à la maison. Et madame commence à vous mettre la pression, vous n'avez pas de moyens. Pour d'autres, le crédit scolaire est synonyme de stress, de pression, d'angoisse pendant la période de remboursement. D'où le rejet de cette option. Si c'est moi, je conseillerais vraiment à certaines personnes vraiment de faire vraiment les économies, même comme les temps sont durs, vraiment, surtout parce que quand on commence à vous prélever vraiment, vous arrivez à la banque, vous voyez comment votre salaire est tellement minable, vraiment ça fait mal. Je ressens cela effectivement pour la classe, en fait, pour des parents qui n'ont pas effectivement assez de ressources, parce qu'effectivement ils vont vivre des mauvais jours et tout ça c'est des sacrifices qu'il faut faire par rapport aux enfants et autres. Pour moi, je n'ai jamais fait parce que je m'arrange toujours avant le temps. Et je me dis c'est une corde que les gens attachent au cou, chez moi c'est une paresse, c'est une pression. Pourtant tu vas de part et d'autre, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de cette pression-là. Dès l'entame du second semestre, ce produit bancaire est activement promu par les institutions financières. Il contribue à améliorer le PNB, le produit net bancaire. Le crédit scolaire est un produit qui est très intéressant en fonction des banques et en fonction du volume des clients. Certaines banques, comme on approche vers la fin de l'année, vous vous rendez compte qu'en général, ça commence au mois de juillet. Et pour combler parfois certains gaps en termes d'objectifs, certaines banques recourent au crédit scolaire, intensifient les crédits scolaires pour pouvoir essayer de rattraper les retards qu'ils ont eus sur le plan des objectifs au début de l'année. Pour éviter d'intensifier l'inconfort de l'emprunteur, l'État a fixé un seuil d'endettement. En général, c'est de 40%. Bon, certaines banques peuvent pousser jusqu'à 50% en fonction des salaires. Donc moi, le conseil que j'ai à donner aux parents, c'est d'essayer de rester toujours en deçà de 33%. Parce que quand vous dépassez la barre de 33%, ça devient très contraignant. Et vous savez très bien que dans le salaire, vous avez une partie qui est destinée à la consommation. Et quand on dit consommation, il y a le loyer, il y a les factures de l'électricité, c'est les charges incompressibles que vous devez payer. Donc si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous retrouver vraiment en difficulté. L'importance accordée au crédit scolaire varie selon l'orientation des banques. Aux souscripteurs, il est recommandé d'utiliser ces fonds pour couvrir prioritairement les besoins scolaires.
À PK8, dans l'arrondissement de Douala 3e, la justice populaire frappe de nouveau. Excédés par la recrudescence des agressions, les habitants s'en prennent violemment à 5 présumés malfrats tabassés puis brûlés vifs. Sur place, les stigmates du drame sont encore visibles et un message clair est laissé à même le sol. Stop aux agressions. Reportage de Stéphane Tepe. Sur les lieux du drame, les traces de la violence sont encore visibles. Roues, bois, vêtements calcinés. Au sol, un message clair. Stop aux agressions. Nous sommes à ESGPK8, dans la commune de Douala 3e. C'est ici que 5 présumés malfrats ont subi la fureur des riverains. Lynchés, puis brûlés vifs. Une réaction extrême d'une population excédée par la recrudescence des agressions. Le rythme était vraiment dégueulasse. C'était trop. On entre de barrière en barrière. Ils volent, ils ramassent. Même pendant que vous êtes là, ils vous effraient avec les longs couteaux. Il y a un qui voulait escalader la barrière. Il a demandé, si vous me laissez, je dois vous donner 1 million de francs. Les enfants lui ont demandé, où sont les 1 million? Il a dit, je vais appeler mon père. Il va payer les 1 million. Même seulement pour aller au marché, payer la marchandise, on se sent frustré. Parce qu'on sort à 4 heures, on ne peut plus sortir à 4 heures parce qu'il n'y a pas la sécurité. Ces événements se sont produits la nuit de lundi à mardi. D'après le chef du quartier, ce drame aurait pu être évité si le comité de vigilance était encore en exercice. Mais voilà, près de 2 ans déjà que les populations sont abandonnées à elles-mêmes dans une insécurité galopante. Le comité de vigilance de ce quartier, c'est par rapport à la motivation des parents financière. Parce que les parents ne contribuaient plus. Parce qu'un comité de vigilance comme celui-ci marchait avec les contributions de chaque maison, afin que les enfants puissent veiller toute la nuit. Rendu à l'hôpital de district de Lokbaba, où 2 des 5 présumés malfaiteurs ont été admis, la major du service chirurgical nous fait savoir que l'un des 2 est passé de vie à trépas quelques minutes après son admission. Quand ils sont arrivés, il y a un qui est décédé pendant qu'on le transportait. Et c'est le survivant. Le plateau technique n'était pas adéquat pour le recevoir. Et actuellement, le malade se trouve à l'hôpital général. Face à cette situation déplorable, les cris de cœur des habitants du quartier ESGPK8 s'élèvent vers les autorités compétentes pour qu'enfin le phénomène de justice populaire ne soit plus qu'un triste souvenir dans leur localité. Après le lynchage mortel de 5 présumés agresseurs de PK8, Douala retrouve son calme entre peur et nouvel épisode de vengeance et de dénonciation d'une justice populaire contraire à la loi. Les habitants restent partagés. Reportage de Junior Roussin. 24 heures après la justice populaire dont a été victime plusieurs présumés bandits. Ici au quartier PK8, lieu dit ESG à Douala, les populations gardent un sentiment de crainte pour les uns et de sécurité pour les autres. Sans rassurer parce que les jeunes du quartier ont fait du bon boulot. Ils ont essayé de rassurer la population et les voisins du quartier. On a peur que les gens peuvent envoyer le retour pour venir nous frustrer au quartier. Les endroits où les corps de ces présumés voleurs tabassés par des équipes d'autodéfense contentielle ont repris vie à travers le commerce qui s'y fait. Les occupants ont en mémoire les agressions qu'ont longtemps menées ces présumés bandits. En moins de 4 mois, on a volé 3 bouteilles de gaz chez moi. Chaque jour, on pouvait avoir 3-4 agressions par nuit. Et la vindicte populaire survenue dans ce quartier est un acte que la majorité des habitants rencontrés condamnent. Aller jusqu'à tuer, moi je dis non. Ça n'a pas été positif pour nous, les parents du quartier. On peut maltraiter, mais aller jusqu'à verser le sang, ça ne nous arrange pas. Juste comme ça, il ne faut pas que le Camerounais voit le sang de son frère. Les choses comme ça, on doit garder chez les policiers. Eux connaissent comment ils vont faire avec. Selon Maître Kamako, avocat au barreau du Cameroun, la loi camerounaise ne reconnaît pas la justice populaire comme un mode de justice. Elle la considère d'ailleurs comme un délit passible de sanctions pénales. Les auteurs peuvent être interpellés.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur CAMNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Merci de nous avoir suivis et surtout passez une agréable fin de soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.